Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Je pense qu'on m'a pas mal présenté. J'ai presque plus besoin de présenter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. L'essentiel a déjà été dit, mais je vais aller un petit peu en plus de détails. Je vais vous parler donc des résidus de chlorate qui contaminent le sirop d'érable, puis je vais pas mal vous donner des petites recommandations sur comment les éviter. Donc, je me suis déjà fait présenter, mais je me représente. Je m'appelle Jack, j'ai étudié à l'Université de Montréal, puis j'ai fait pas mal de communication scientifique pendant ce temps-là. Donc, j'ai rejoint le Centre Acer pour faire encore de la communication des sciences, puis ça, c'est les sciences du sirop d'érable. J'ai rejoint en 2021, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ma première présentation dans des journées acéricoles. Donc, je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ou juste pour petit rappel, là, le Centre Acer, c'est avant tout un centre de recherche et développement. Donc, on étudie pas mal tout ce qui touche à la production du sirop d'érable ou au sirop d'érable en lui-même. On étudie les propriétés chimiques du sirop d'érable. On essaye d'améliorer les procédés de production, d'innover en ce sens-là pour vous apporter des nouveaux outils pour les producteurs ou pour tous les gens dans l'industrie acéricole. Comme le Centre Acer, c'est un centre de recherche, on fait aussi, on a pas mal de connaissances, donc, alors on fait du transfert de connaissances avec un département de transfert de connaissances. Puis c'est là où je travaille, ça s'appelle le transfert technologique. Donc, on donne des formations, on écrit des guides, on écrit des manuels de référence pour le domaine acéricole. Et aujourd'hui, moi, je vais vous donner quelques recommandations, justement sur des nouvelles choses qui sont sorties dans le milieu acéricole, comme le résidu des chlorates qui se retrouve dans le sirop d'érable. Pour que ça se fonctionne bien, au Centre Acer, on travaille quand même main dans la main avec tout le monde dans l'industrie, donc autant les producteurs, les conseillers acéricoles, le gouvernement, la fédération, les MAP, donc le PPAQ, ce genre de choses, pour vraiment connaître les besoins du milieu acéricole, puis pour trouver des solutions qui peuvent faire avancer un petit peu toute l'industrie dans son ensemble. Le Centre Acer, c'est aussi un centre analytique, donc on est capable de faire l'analyse du sirop d'érable puis de pas mal de denrées agroalimentaires. Et ça, c'est pas à confondre avec Acer Division Inspection qui, eux, font le classement du sirop d'érable pour ceux qui l'envoient à la fédération. Donc, on est vraiment deux entités différentes. Donc là, je vais entrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec les chlorates. Donc, c'est un problème qui est apparu il y a quelques années. Puis, je vais vous présenter donc l'importance d'éviter ces contaminations-là. Ensuite, je vais vous parler des quelques sources de contamination potentielles en acériculture. Puis, je vais concentrer pas mal de mon temps à vous dire un peu comment on peut éviter ce type de contamination-là, que ce soit les chlorates ou autre chose. Puis, je vais vous donner quelques ressources que vous pourrez suivre pour pouvoir vous appuyer. Puis, si vous avez oublié un petit peu ce que j'ai dit, pouvoir vous appuyer et éviter ces contaminations-là. Donc, on le sait bien, là, au Québec, on est pas mal le leader mondial dans la production du sirop d'érable. On est les champions. Même si l'année passée, on avait une mauvaise année, on était un petit peu dans le creux. On était quand même à 133 millions de livres de produites. Puis ça fait juste augmenter. Donc, c'est pas mal le fun. On a une industrie qui grossit. Et comme on est les champions dans la production, on est aussi les champions dans l'exportation à l'étranger. On exporte notre sirop à l'international. Puis l'année passée, en 2021, on a exporté dans 71 pays. Le plus gros acheteur, en général, c'est les États-Unis, là, avec 60 de la production. Ensuite, on a quelques pays européens comme la France, l'Allemagne, puis le Royaume-Uni. On a aussi le Japon, qui est quelqu'un qui achète pas mal notre sirop d'érable. Puis le reste des 15 là, ça représente le reste des 71 pays. Donc, l'exportation, c'est quelque chose de très important pour notre industrie là, parce que, en fait, c'est une grosse proportion du sirop qu'on produit qui se fait exporter. Environ 60 à 80 du sirop qui est produit au Québec, il s'en va à l'étranger. Donc, c'est des marchés vraiment qu'on veut garder puis continuer à développer. Et vous voyez donc que l'exportation elle est en pleine croissance là, depuis 2012, puis ça a augmenté encore plus de manière exponentielle depuis 2019 là, pour atteindre même une exportation qui était plus grosse que la production qu'on avait faite en 2021, parce que c'était une mauvaise année. Donc là, on peut remercier la réserve stratégique là, pour avoir répondu à la demande puis exporté plus de sirop qu'on a produit en 2021. Et donc, pour
continuer à faire de l'exportation puis que ça se passe bien avec nos marchés d'exportation, il faut faire attention parce que, en fait, chacun des régions du monde, chacun des pays ont des réglementations différentes sur les denrées alimentaires comme le sirop d'érable. Et en plus, il y a certains pays qui regardent vraiment beaucoup les contaminations et qui vérifient la qualité de leurs produits. Comme en Europe, par exemple, il y a vraiment une surveillance accrue des résidus chimiques qui pourraient se retrouver dans le sirop d'érable. Donc, pour pouvoir conserver nos marchés puis les faire grossir, il faut qu'on fasse du sirop qui est vraiment de qualité puis qui ne contienne aucun résidu chimique puis qui ait aucune contamination. Oui, c'est ça. C'est vraiment très important de faire attention à la qualité du sirop qu'on produit. Comme on est en pleine expansion, le nombre de producteurs est grossi aussi. Je pense qu'en 2020, on était il y avait 11 300 producteurs. Ça a grossi de 2 000 producteurs en 2021. Puis cette année, il y en a plein qui se sont rejoints. Là. Je pense 3 4 000, je ne suis pas trop sûr. Mais il y en a une couple qui sont joints. Donc, cette présentation-là, je la fais pour donner des rappels à ceux qui ont déjà suivi des présentations sur nous, sur les chlorates, mais aussi pour sensibiliser les nouveaux arrivants donc aux enjeux de la qualité, que ce soit autant pour des marchés qui soient locaux qu'internationaux. Donc là, je vais passer vraiment dans le vif du sujet, donc la contamination par les chlorates. En fait, je pense que c'était en 2019, là, il y a l'Europe qui a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont dit, écoutez, le sirop que vous nous avez vendu, là, il contient des contaminations au chlorate. Donc, ils étaient pas très contents. Puis, en fait, eux, leur limite maximale là, en résidu pour les chlorates qui est acceptée, c'est 50 nanogrammes par gramme. Donc, ça représente 50 particules par billion. Puis, c'était bien au-dessus, apparemment, ce qu'ils avaient trouvé dans le sirop d'érable québécois qui avait été exporté. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est demandé si ce qu'ils avaient constaté là, c'était un cas unique ou c'était présent un peu dans tous les sirops au Québec, si c'était vraiment généralisé ou pas. Donc, pour répondre à cette question, le Centre Acer, on a fait une étude de recherche pour voir en fait s'il y avait des chlorates ou non de manière générale dans notre sirop d'érable. On a pris 50 échantillons chez les producteurs directement, donc des sirops uniques. Puis on a pris 53 échantillons chez les acheteurs, les transformateurs là, qui font donc le mélange de vos sirops. Donc, on a regardé les concentrations en chlorate, puis c'est ça qu'on a trouvé. Donc là, ici, à gauche, vous avez un graphique qui représente les échantillons producteurs. Puis à droite, c'est les 53 là, échantillons des acheteurs. Puis je vous ai mis ici en vert, là, la petite ligne, c'est la limite de 50 nanogrammes par gramme, donc la limite qui est maximale en Europe. Puis donc, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que parmi les 50 échantillons qui étaient prélevés chez les producteurs, il y en avait 4 qui étaient non conformes, donc au-dessus de 50 nanogrammes par gramme. Puis il y en avait un, là, c'était vraiment 40 fois au-dessus de la limite, c'était 2000 et plus. Et les 3 autres, ça allait. Donc, ce constat-là, il est un petit peu inquiétant parce que ça ne devrait jamais arriver qu'il y ait autant de résidus de chlorate dans des sirops d'érable, parce que c'est vraiment au-dessus de toutes les limites, que ce soit autant locales, là, canadiennes, québécoises, qu'à l'étranger. Puis ça, si ça passe à travers les lignes du classement puis de regarder la qualité, bien, on risque d'avoir des problèmes avec nos marchés étrangers, puis on n'aimerait pas les perdre. Sinon, l'industrie pourrait en pâtir un petit peu. Là. Donc, au niveau des échantillons là, qu'on a regardés chez les acheteurs, donc ça, c'est les mélanges de sirop. On a vu qu'il y avait 14 échantillons qui étaient non conformes, et parmi les 14, il y en a au moins 7 là, qui étaient 2 fois au-dessus de la limite de 50 nanogrammes par gramme. Donc, le constat qu'on a fait là, sur le petit échantillonnage qu'on a fait au Québec était quand même assez inquiétant. Donc, les Européens ont bien fait de nous dire « Faites attention à votre sirop là, » parce qu'il y avait quand même un petit problème au niveau de notre production ici au Québec. Là, je vous parle de chlorate depuis tout à l'heure, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Les chlorates, c'est donc un produit, là, c'est un composé chimique qui contient du chlore puis des oxygènes. Bon, ça, c'est une petite molécule, vous n'êtes pas obligé de retenir ça ressemble à quoi. Mais cette petite bébête-là, là, c'est soluble dans l'eau. Puis, en fait, ça s'élimine difficilement là, par les systèmes de filtration. Donc, que vous ayez une carafe Brita pour votre eau, que vous ayez un filtre à votre entrée d'eau, que vous fassiez de l'osmose inverse ou quoi que ce soit, une fois qu'il y a des chlorates là, dans votre sirop d'érable, ils vont rester. Il n'y a aucun moyen, malheureusement, de les enlever. Donc, c'est pour ça qu'on va insister sur essayer d'éviter de contaminer, en fait, notre sirop d'érable.
Donc là, cette substance-là, les chlorates, c'est pas mal contrôlé dans les différentes régions du monde parce que si on les prend en fait en grosse concentration, ça peut amener à des dysfonctionnements, donc de la grande thyroïde et du foie. Donc c'est pour ça qu'il y a des limites dans chaque région du monde pour la concentration en chlorate dans les denrées alimentaires, comme le sirop d'érable. Donc là, les chlorates, on les trouve où? Alors, ça peut être des sous-produits désinfectants qu'on trouve dans l'eau potable. Chacune des municipalités, des villes, ils font en sorte que l'eau soit potable. Alors, ils mettent un composant qui s'appelle le dioxyde de chlore, qui permet en fait de rendre l'eau potable puis de nettoyer de tous les micro-organismes. Et donc, ce produit-là, ça relâche un petit peu de chlorate quand ça se dégrade. Mais comme les standards de l'eau potable sont quand même vraiment régulés, ça ne devrait pas poser de problème au niveau des contaminations, là, parce que c'est en dessous des seuils qui sont réglés pour chacune des communes. L'autre utilisation des chlorates, avant, c'était utilisé en fait comme fongicide et herbicide en agriculture, mais il y avait eu un problème, c'est que ça tombait dans les nappes phréatiques puis ça contaminait l'eau des nappes phréatiques. Ça, c'est un problème qu'on n'a plus aujourd'hui parce que c'est plus du tout utilisé dans ce but-là. Puis le dernier endroit où on trouve les chlorates, c'est dans les produits de dégradation de l'hypochlorite de sodium. Alors ça, l'hypochlorite de sodium, c'est en fait juste l'eau de Javel, dans des produits assainissants donc. Et c'est pas très stable en fait l'eau de Javel. Là. Une fois que vous l'avez sur votre tablette, que vous l'avez ouvert, au bout de quelques semaines, là, ça va commencer à se dégrader. Puis au bout de 2 mois, là, il n'y a quasiment plus de pouvoir assainissant l'eau de Javel. Et en se dégradant, ça va former des chlorates. Donc là, il y a beaucoup de chlorates qui vont être relâchés plus l'eau de Javel est vieillie. Donc là, c'est demandé comment est-ce qu'on a retrouvé des chlorates dans le sirop d'érable, puis comment ça se fait que c'est aussi commun là, parmi l'échantillon qu'on a pris au centre Acer. Bien, on s'est dit, d'abord, ça peut être les produits assainissants, parce qu'en acériculture, on utilise pas mal donc, des produits qui contiennent du chlore, comme l'eau de Javel, pour assainir tous les types d'équipements qu'on a. Puis la deuxième option qu'on a pensée, c'était donc le réseau d'eau potable municipale. Comme je vous l'ai dit, là, il y a aussi des produits de dégradation qui font du chlorate dans l'eau potable. Donc, pour vérifier que les contaminations ne pouvaient pas venir de l'eau potable, là, on a pris des échantillons, au même titre que ceux des sirops d'érable. Là. On est allé chez les producteurs, chez les acheteurs, puis on a pris des échantillons d'eau, autant ceux qui venaient du réseau municipal que ceux qui étaient pompés directement dans les nappes phréatiques. Puis quand on a regardé les concentrations en chlorate, c'est toutes vraiment à la limite ou en dessous là, du seuil réglementaire pour les Européens. Donc là, on a éliminé ce risque-là parce que comme l'eau était... Vraiment, il ne contenait pas autant de chlorate. Il n'y avait aucun problème. Donc là, il nous reste les produits assainissants, puis c'est vraiment ça qui est le problème pour la contamination par les chlorates. Donc là, je vais passer pas mal le reste de la présentation à vous donner des recommandations puis des petits trucs pour essayer d'éviter la contamination par les chlorates. Puis le premier conseil que je vais vous donner, là, c'est le plus important, c'est celui qui a été mentionné durant mon introduction, c'est qu'il est vraiment très important là, d'éviter la contamination avant la transformation de la sève, parce que d'éventuels résidus de chlorate ou même d'autres produits chimiques qui ne peuvent pas être enlevés, qui ne peuvent pas être filtrés, là, ils vont être concentrés jusqu'à 40 fois durant la concentration puis l'évaporation du sirop d'érable. Donc là, même si on a contaminé nos taux d'érable, puis la contamination, elle est vraiment pas très grave, là, c'est vraiment en dessous du seuil limite, mais une fois qu'on aura concentré puis évaporé, ça va devenir problématique, puis on va dépasser le seuil des normes réglementaires. Pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble là, en termes imagés, imaginez que le carré jaune, c'est votre eau d'érable, puis que les 2 petites étoiles vertes, là, c'est des chlorates. Je dis par exemple qu'arbitrairement, la concentration, c'était 2 nanogrammes par gramme. Ça, c'est vraiment en dessous des 50. Là. On a quand même entre 50 et 2 une grosse différence. Mais après la concentration puis l'évaporation, il nous reste juste ça de sirop là, en quantité par rapport au gros batch d'eau d'érable. Et vous voyez là, que les chlorates ils se retrouvent vraiment concentrés. Donc, on passe de 2 nanogrammes par gramme à 80 nanogrammes par gramme, qui est vraiment au-dessus de la limite réglementaire de 50 nanogrammes par gramme. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à éviter de contaminer notre eau d'érable avant qu'elle soit transformée. Là. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour éviter ces contaminations par les chlorates? Bien, il y a plusieurs solutions qui sont possibles, puis on peut adopter toutes les solutions pour vraiment essayer de réduire ces contaminations. La première, c'est d'éviter d'utiliser des produits qui contiennent du chlore. Je vais vous donner quelques autres options sur lesquelles vous pourrez compter pour faire l'assainissement de votre équipement.
2, c'est d'adopter les bonnes pratiques d'assainissement. Donc, il y a différents moyens d'assainir, puis il y a pas mal de ressources à votre disposition qui vous donnent des conseils sur comment faire votre assainissement. L'affaire la plus importante, je pense, de cette présentation, c'est qu'il faut rincer correctement, là, de manière abondante et vraiment adéquate suite à n'importe quel assainissement pour être sûr d'enlever tous les résidus d'assainisseurs possibles. Puis enfin, rincer encore si on n'est pas sûr, c'est vraiment ça le message clé de la présentation. Donc en général, là, je me répète un petit peu, puis je vais me répéter pour vous faire passer mon message. En général, pour assainir votre équipement, évitez donc l'utilisation des produits du chlore. Vous pouvez privilégier le nettoyage à l'eau chaude. Là, je vais vous donner quelques recommandations sur comment faire. Démonter puis frotter les surfaces à l'aide d'une brosse. Là, je veux dire, l'huile de coude puis le bras mécanique pour enlever toutes les cochonneries sur l'équipement. C'est des fois presque plus efficace que juste mettre plein de produits assainissants chimiques. Autre chose, c'est que c'est important d'acheter des produits assainissants là, chez des vendeurs acéricoles qui sont vraiment spécifiques à ça, parce que c'est des produits qui sont vraiment destinés à l'usage alimentaire, puis vous avez donc aussi des recommandations qui sont alimentaires, puis vraiment juste pour le milieu acéricole. Puis ces recommandations-là, là, c'est autant l'entreposage que l'utilisation, que comment disposer du produit une fois que vous l'avez utilisé. Vous pouvez aussi consulter certaines ressources comme le cahier de transfert technologique en acériculture qui est écrit par le Centre Acer, le CTTA pour court, pour suivre les bonnes procédures de lavage. On en a écrit un en 2004. Il est un petit peu dépassé, mais il donne toujours des bonnes recommandations. Puis en 2024, je pense, début 2024, il y en a 2 nouveaux volumes qui vont s'en venir, qui vont être vraiment des volumes mis à jour avec des nouvelles recommandations pour le milieu acéricole. Enfin, ayez recours aux services conseils en acériculture de votre région. Là, si vous avez la chance d'avoir un conseiller, appelez-le pour lui demander si vous avez des doutes ou des questions, ou même juste pour valider qu'est-ce que vous faites, c'est bien correct, là. Donc, de manière un peu plus précise, là, si on passe à l'assainissement du système de collecte, lui, il se fait toujours hors saison. Puis, on vous recommande vraiment de l'assainir avec de l'alcool isopropylique. Là, c'est vraiment la seule manière d'éviter la contamination par les chlorate puis de nettoyer correctement votre système de récolte, votre tubulure. Puis, pour faire ça, on vous conseille de suivre les recommandations du guide du Centre Acer. Donc, le Centre Acer a écrit un guide sur les méthodes d'assainissement à l'alcool isopropylique. Puis, il est disponible gratuitement sur notre site Internet, fait que vous pouvez le consulter de manière gratuite. Puis, je pense qu'en bas, là, dans l'aréna, il y a ma collègue qui a un kiosque aussi, puis qu'elle en vend des guides papier, si vous le voulez, en version papier pour une dizaine de dollars. Puis, il va être disponible en anglais et en français, je pense. Fait qu'hésitez pas à aller la voir. Puis, si vous avez d'autres questions aussi, elle est là pour répondre à plein de questions. Elle a tous les produits du Centre Acer, fait qu'hésitez pas à aller la voir. Elle sera là aujourd'hui et demain. Donc, une fois qu'on a fait l'assainissement du système de récolte, là, ben, l'étape la plus importante, ça va être le rinçage de la tubulure pour éliminer tous les contaminants et tous les résidus chimiques qui restent avec les premières coulées, si vous voulez. Et on vous recommande, en fait, de laisser couler 2 litres par entaille pour être sûr de vraiment éliminer tous les types de résidus. Maintenant, si on passe aux autres équipements de production, on vous recommande donc de faire l'entretien à l'eau chaude. Ça, on évite les produits qui contiennent du chlore si c'est possible. Puis, pour l'entretien à l'eau chaude, on fait le nettoyage donc avec de l'eau potable chaude à au moins 77 degrés. Puis, on essaie de garder le contact avec la surface au moins 1 minute 30. Comme ça, l'eau chaude, elle va faire sa job d'assainissement, là, puis elle va tuer tous les micro-organismes qui vont être présents sur votre équipement. Donc là, encore une fois, on démonte puis on frotte les surfaces à la brasse pour être sûr de vraiment tout enlever manuellement aussi les cochonneries. Puis, si vous n'avez pas d'eau chaude dans votre érablière, une alternative qui est possible, c'est l'acide peracétique. Donc ça, en général, ça se vend sous une marque qui s'appelle Oxysane. Il y en a plusieurs qui sont disponibles, mais je pense que c'est une des plus répandues. Puis l'acide peracétique, c'est compatible avec l'acier inoxydable, le PVC, puis d'autres plastiques. Mais vérifiez avant, par exemple, si vous allez nettoyer les joints de certains équipements, puis ce genre de choses-là, si ce plastique spécifique-là, il est compatible avec l'acide peracétique, sinon vous risquez d'abîmer votre équipement. Donc ça, l'acide peracétique, ça s'utilise à une concentration entre 100 et 200 particules par million.
Puis ça s'obtient en diluant donc 1 dans 200, une solution qui est à 2,5 %. Donc là, quand vous achetez votre produit, il va y avoir certainement différentes composantes chimiques. Donc, vous regardez la concentration de l'acide peracétique pour pouvoir faire le bon calcul pour avoir une concentration maximale qui est de 200 particules par million. C'est important de bien faire le calcul pour ne pas avoir des concentrations qui sont trop élevées. Sinon, vous allez contaminer votre équipement. Puis si vous avez des concentrations trop basses, bien, vous risquez de ne pas forcément nettoyer correctement l'équipement. Donc là, encore une fois, là, vous pouvez démonter puis frotter les surfaces à la brosse, ça va aider vraiment à l'assainissement. Puis l'étape la plus importante, c'est de rincer abondamment votre équipement suite à l'assainissement pour enlever tous les résidus qui restent de votre produit assainissant. Donc ça peut se faire avec de l'eau potable ou du filtrat d'osmose de qualité aussi si vous voulez le réutiliser. Là, si vous ne connaissiez pas l'acide peracétique, je vous mets en garde, comme tous les produits chimiques qui s'utilisent en érablière, ils sont un petit peu dangereux. C'est pas mal corrosif, là, puis c'est volatile, fait qu'il faut se protéger correctement, puis pas se renverser sur la peau de la bouteille direct, sinon ça va faire des petits trous, là. Ça fait qu'utiliser des gants, des lunettes, des masques, protégez-vous pour éviter de vous faire mal, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est volatile, donc n'hésitez pas, il ne faut pas respirer l'acide peracétique quand il est vraiment concentré. Donc, faites attention à ce qui est marqué sur la bouteille. Là, si vous n'avez pas d'acide peracétique, pas d'eau, puis que c'est ça, votre revendeur, il n'a aucun de ça, bien, vous allez quand même, j'imagine, utiliser du chlore parce que c'est ce qui est pas mal disponible. On essaie vraiment d'éviter d'utiliser le chlore pour le système de collecte parce que, comme je vous l'ai dit, s'il reste des résidus de chlorate, ils vont être concentrés, puis on va retrouver la problématique qu'on a eue avec les Européens. Donc, on veut vraiment éviter qu'il y ait du chlore. Mais si vous voulez utiliser le chlore pour le reste de votre équipement, suivez vraiment les recommandations du vendeur puis du fabricant. Une chose que je vous ai dit aussi, c'est que le chlore, il se dégrade au bout d'un moment. Fait que conservez pas vos produits chlorés assainissants d'une saison à l'autre. Parce que si vous ouvrez votre bouteille de chlore à la fin de la saison, au bout de 2-3 semaines, une couple de mois, le chlore va se dégrader en chlorate. Puis en plus, vous allez perdre votre pouvoir assainissant. Fait qu'en plus, ça va mal nettoyer. Mais en plus de ça, vous allez contaminer votre sirop d'érable avec des chlorates. Donc, on ne conserve pas les produits chlorés trop longtemps. Donc, on l'utilise là, si on n'a rien d'autre, puis ça s'utilise à une concentration maximale de 200 particules par million. Pour ceux qui avaient consulté donc le CTTA, le guide du sang tracer, je pense que c'était marqué sur ce guide-là que la concentration maximale, c'était 500 particules par million, je pense. Mais on s'est rendu compte que ça a exactement le même pouvoir assainissant si on descend à 200 particules par million, donc ça fait la job pareil, sauf qu'on a moins de chances d'avoir des contaminations à ces faibles concentrations-là. Donc ça, 200 particules par million, ça s'obtient en diluant 1 dans 600 une solution chlorée à 12 %. Donc encore une fois, là, regardez bien sur votre bouteille, c'est quoi la proportion qu'il y a d'hypochlorite de sodium pour faire la bonne dilution, puis pas dépasser les 200 particules par million. Donc là, encore une fois, après avoir assaini notre équipement, la chose la plus importante à faire, c'est de rincer abondamment puis adéquatement avec de l'eau potable ou du filtrat d'osmose pour éliminer tous les résidus de chlorate puis tous les autres résidus qui seraient encore sur votre équipement. Donc là, j'ai bientôt fini. Je vais vous donner quelques petites ressources à consulter si vous avez besoin de vous référer sur ce que je vous ai dit. Donc, on a le guide du sang tracer sur les méthodes d'assainissement du système de récolte à l'alcool isopropylique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce guide-là, il est disponible gratuitement sur notre site Internet. Puis ma collègue en bas, Lise, elle en a des copies papier qu'elle vend pour une dizaine de dollars. Puis ça, c'est disponible en français ou en anglais. On a aussi donc le cahier de transfert technologique en acériculture, le CTTA. Celui de 2004 est un petit peu dépassé, ça fait qu'on est en train d'en écrire de nouveaux pour les mettre à jour, puis ils vont être sortis fin 2023, début 2024. Donc, procurez-vous-le si ça vous tente de voir des belles recommandations. Il y en a 2 qui sont sortis. Il y en a un, ça va être sur la qualité, donc tout ce qui touche vraiment à la qualité du sirop d'érable, tous les procédés de fabrication, ce genre de choses-là. Puis le second, ça va être sur le système de collecte. Ça va être vraiment spécifique sur ce qui touche à la tubulure puis au reste du système de collecte. Puis il va y avoir toute l'information sur comment créer un système de collecte, comment le mettre à jour, comment le nettoyer, puis tout ce genre de choses-là. Là, on est en train d'écrire aussi des fiches informatives sur des contaminants qui peuvent se retrouver dans le sirop d'érable. Je suis en train de les faire, puis elles vont être disponibles en 2023. Ces fiches-là, elles vont regrouper vraiment tous les types de contaminants qui pourraient se retrouver dans le sirop d'érable. Donc, comme les chlorates, mais aussi le plomb, le cadmium, je ne sais pas s'il y a de la radioactivité, tout ce genre de choses-là, des résidus de plastique.
Puis le but de ces fiches-là, c'est vraiment de vous dire où est-ce que dans l'équipement ou comment est-ce qu'en acériculture, il peut y avoir une contamination du sirop. Puis on va vous demander des recommandations sur comment éviter en fait ces contaminations-là. Donc vous pourrez les consulter, elles seront sur notre site Internet, ces fiches-là, puis on va essayer de les publiciser pour que vous les ayez en main. N'hésitez pas à aussi regarder les étiquettes des produits que vous achetez. Que ce soit chez votre fabricant, votre vendeur. Ils sont de bons conseils. Il y a les instructions d'entreposage, d'utilisation pour disposer du produit, là. Donc ça, c'est important à respecter vraiment pour essayer d'avoir les bonnes concentrations et les bonnes utilisations des produits assainissants. Utilisez les services conseils de votre région. Ils sont toujours là, j'imagine, pour essayer de vous donner les meilleurs conseils pour améliorer la qualité de votre sirop, éviter les erreurs de contamination et ce genre de choses-là. Fait qu'hésitez pas à les appeler. Puis une fois que vous avez utilisé toutes ces ressources-là, puis que vous avez encore des questions existentielles ou moins existentielles, là, vous pouvez me contacter sur mon courriel, puis je ferai du mieux pour répondre à vos questions sans problème. Donc là, ce qui est à retenir de ce que je vous ai raconté, c'était pas trop long, j'espère, mais le plus important, c'est de produire du sirop de qualité et aux normes. C'est vraiment l'affaire de tous, parce que si vous produisez du sirop qui ont des défauts ou qui ne respectent pas les normes, bien, vous êtes pénalisé financièrement. Puis s'ils passent au travers de les maîtres du filet, du classement, bien, ils vont se retrouver sur des marchés autant locaux qu'internationaux. Puis là, eux vont pas être très contents, puis ils vont nous dire que notre sirop, il a des petits problèmes de contamination. Puis ça peut être dangereux pour l'entièreté de l'industrie acéricole, fait qu'on veut pas trop ça, là. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, faites attention aux contaminations avant la transformation de la sève, parce que là, s'il y a une contamination qui se retrouve, ça va se concentrer puis ça va devenir problématique. Ensuite, utilisez des produits qui sont recommandés vraiment en acériculture, puis suivez les bonnes pratiques. Puis, rincez après le nettoyage là, pour essayer d'enlever tous les résidus de votre produit assainissant puis d'éviter les contaminations. Puis enfin, vous pouvez utiliser les ressources qui sont à votre disposition, autant sur le site du Centre Acer. Il y en a aussi qui sont données par les MAPAC, par les PPAQ. N'hésitez pas à utiliser toutes ces ressources qui vous sont disponibles. C'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur mon courriel. Puis, je vais être aussi en bas avec ma collègue au kiosque. Fait que si vous voulez jaser, je vais être là. Puis, je pourrai prendre des questions aussi maintenant si vous avez le goût, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jack. Alors, restez en place. Restez en place pour la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? L'alcool, il est banni pour l'alcool isopropylique? Bien, juste parce qu'ils ne l'ont pas accepté, mais c'est ça, c'est vraiment des régulations. Là, mais avant de vous le proposer au Centre Acer, on a fait des études poussées pour voir qu'il n'y ait aucun problème de contamination là, par rapport au chlorate, mais c'est juste vraiment des histoires de loi. Là. Ça peut-tu faire tout comme un contaminant aussi, si c'est pas Normalement, non. Il n'y a aucun contaminant qui serait dangereux avec l'alcool isopropylique parce que ça ne s'accroche pas dans les plastiques. Alors que le chlorate, ça a tendance à rester un petit peu accroché dans le plastique. Là, c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile à rincer. Mais c'est sûr que le rinçage, là, c'est le plus important. Fait que même si on a l'alcool isopropylique, il faut vraiment rincer correctement notre tubulure. Là. Normalement, non, il n'y a aucun problème. Là, c'est compatible avec les tubulures, l'alcool isopropylique, sans problème. Oui. On parle de rincer abondamment. C'est possible de chiffrer, de mettre un volume quelconque? Oui, bien là, pour la tubulure, là, c'est vraiment 2 litres qu'on conseille par entaille. Là. C'est ça. Je ne saurais pas vous dire parce que ça va être spécifique à chacun des équipements. Là, donc, il faut parler d'équipement en équipement. Mais plus vous rincez, mieux c'est. Là, je veux dire, l'eau, ça coûte moins cher que le sirop qu'on perd quand il n'est pas payé. Là, fait que vaut mieux rincer un petit peu plus pour éviter les contaminations. Là. Tu veux parler, Jacques? Oui. Je ne sais pas si les données de l'ancien CTTA sont encore à jour, là. Mais par exemple, pour un relâcheur, ça donne un volume de lavage là, par
fois le volume de lavage. Pour ça, si on parle d'un bassin, là, le volume pour le bassin, le volume de rinçage, c'est 5 fois le volume de lavage. Mais je ne sais pas si ces données sont encore à jour, vous êtes en train de les réévaluer. Là. On est en train de réévaluer, mais je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus à jour en ce moment, fait que c'est ce qu'on vous conseillerait, là, sans problème. Ouais. Oui? Oui? Pardon? Non, je pense que c'est les mêmes problématiques, là. Il faut toujours assainir puis rincer comme il faut, là. Oui? Ça, dans vos résultats, est-ce que vous avez une différence entre les producteurs biologiques là, et conventionnels? Là, les points biologiques, là, ils n'ont pas le droit d'utiliser du chlore pendant la saison? Là? Oui. Alors, au niveau de l'assainissement de la tubulure, par contre, le chlore, c'est toujours hors saison, là, que ce soit biologique ou pas biologique. L'alcool isopropylique, c'est compatible avec le bio hors saison pour la tubulure. Puis, au niveau des données, en fait, qu'on avait sur l'étude, où je vous ai montré qu'on avait pris les 50 échantillons producteurs puis 53 acheteurs pour voir les contaminations en chlorate, c'était pas mal égal là, au niveau des sirops bio. On avait pris moitié de sirop bio à peu près, puis moitié de sirop conventionnel. Puis les deux étaient contaminés pareil. Là. Donc, les procédures d'assainissement puis de lavage, là, c'est faire attention au rinçage puis essayer d'éviter les produits du chlore, autant pour le bio que pas le bio, parce que le problème était le même, que ce soit du sirop bio ou pas du sirop bio. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, on a réussi à identifier le producteur, puis ça, c'était en 2019, là. Puis je crois que ce producteur-là, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait l'évaporation puis la concentration pour d'autres producteurs. Fait que c'était difficile à savoir c'était à qui le sirop, là, il venait de quelle érablière. Donc, on a eu du mal à vraiment savoir, là, parce que c'était un centre de collecte où il faisait l'évaporation pour tout le monde. Là. Donc, on a eu du mal à remonter vraiment à la source. Mais c'est ça aussi la problématique, c'est que si vous prenez du sirop d'autres mondes pour l'évaporer, vous ne savez pas s'il a mis des chlorates dans sa tubulure puis s'il l'a rincé correctement. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à s'assurer là, si vous travaillez ensemble pour ce genre de choses. Oui. C'est un érablière qui discutait de faire couler une coulue ou deux. Mais un érablière, ça ne coule jamais, c'est jamais pareil. Les érables de 2 pieds et les érables de 10 pouces. Tuyau, mettons que tu fais couler 2 jours de temps, tu dis, eh bien, rincé mon érablière. Mais il y en a 300 qui n'ont pas coulé pantoute. Les autres qui ont toute l'alcool dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, moi, ce que je peux vous proposer, là, je veux dire, comme je disais, rincer une fois, rincer 2 fois, c'est bien aussi. Fait que vous pouvez aussi rincer à l'eau directement là, dans le chalumeau là, si vous n'êtes pas sûr que ça a coulé partout. Hein. Parce que s'il y a des pentes dans l'érablière, à des places, c'est pas tout aussi. Oui. Puis s'il y a une pente de 500 érables, qu'elle n'a même pas coulé, ça veut dire que tous ces tubes-là, ils sont pleins d'alcool. Oui. Tu passes un évaporateur. Oui, ouais, c'est un très bon point. Il faut vraiment s'assurer que chacune des entailles est coulée. Là. C'est ça. Ou rincer à l'eau avant, puis ensuite faites couler un petit peu en début de saison. Là. Tout le monde avait compris la question derrière? Peut-être répéter, Ouais. peut-être reformuler la question. La question, c'était là, si dans une grande érablière, je disais qu'il fallait laisser couler à peu près 2 litres là, par entaille pour vraiment faire le rinçage. Mais si ça n'a pas coulé partout, alors que vous êtes déjà à 5 litres dans d'autres versants de votre érablière, bien, les autres tubes, ils sont encore pleins d'alcool isopropylique. Fait qu'on me demandait qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Moi, je pense que c'est ça. Il faut essayer de faire en sorte que vraiment vérifier toutes les entailles qu'il y ait eu 2 litres au moins qui soient passés là-dedans. Puis sinon, l'autre option, c'est aussi de faire du rinçage à l'eau, fait que d'injecter de l'eau là, dans votre système de collecte une fois que vous avez fait votre assainissement. Puis après ça, vous pouvez laisser couler encore plus pour être sûr d'avoir aucun résidu de produits assainissants. Là.